Alors ça donne cette petite équation toute mignonne. Ouais, je vais faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques en France qu'on sait aujourd'hui, en neuroimagerie, on peut tester ça. Il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaie même pas ». Je vois qu'il y a des gens qui se sentent concernés. Alors, j'ai bien sûr voulu mettre ça en équation pour vous exorciser de cette peur des mathématiques. Vous savez, les équations, c'est pas du tout là pour vous emmerder au départ. C'est là pour simplifier la vie des gens. Une équation, c'était fait pour mettre en quelques caractères une longue expression mathématique. Dans le temps, les phrases mathématiques, on les écrivait en bon français. On mettait 5 que multiplie 2, que divise 3, et ça faisait une phrase qui était très difficile à saisir en un clin d'œil. Les équations ont été inventées précisément pour qu'on voit toute l'expression en un clin d'œil. Mais on n'a pas le temps d'apprendre cet aspect-là à l'école, donc on voit plutôt les équations comme des agressions. Mais en fait, elles sont là pour nous rendre service. Ce que dit celle-là, c'est le débit de connaissance. La connaissance téléchargée, phi de k, la connaissance téléchargée dans votre tête. Phi, c'est pour un flux, k, c'est la connaissance, knowledge. La connaissance téléchargée dans votre tête est proportionnelle, le petit signe kabbalistique au milieu, c'est proportionnel, au produit de l'attention multiplié par le temps. Cette équation n'est pas parfaite, il y a plein de scénarios qu'elle ne prend pas en compte. Par exemple, le sommeil, par exemple, l'expérience. C'est vrai que souvent, quand on apprend quelque chose, ce que l'on sait déjà va résonner avec ce qu'on apprend, mais sur une conférence nouvelle, comme sur celle-là, elle s'applique très très bien. Ce que vous allez garder de cette conférence aujourd'hui est directement proportionnel au produit de l'attention et du temps que vous aurez payé. Pourquoi j'ai mis un produit ? J'aurais pu mettre A plus T, j'aurais pu mettre A divisé par T, mais j'ai mis A fois T. Parce que le produit en mathématiques, il a une propriété bien particulière, c'est la contagion du zéro. La contagion du zéro, ça veut dire que si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z, et qu'une seule lettre vaut 0, tout le produit vaut 0. Et c'est exactement ce que je voulais. Parce que la réalité, c'est bien que si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple, puisque statistiquement, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va avoir « Let the music play » pendant 1 heure. Vous sentez que ça monte ou pas? C'est ça ce que je fais. Et si vous me donnez toute votre attention, mais 30 secondes, on voit bien qu'il n'y aura pas d'échange non plus. Donc il faut payer les deux. L'unité du pouvoir d'achat dans l'économie de la connaissance, ce n'est pas l'heure, c'est l'at. Et un at, c'est 1 heure à attention maximale. Et attention maximale, c'est très facile à définir. C'est quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre station. Quand vous êtes tellement pris par un bouquin ou par une partie de Candy Crush que vous ratez votre station, vous êtes à attention égale 100%. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, vous êtes à attention égale 0. Eh bien, l'at, c'est la monnaie de l'économie de la connaissance. Et elle ne peut pas s'épargner. C'est ça son problème en tant que monnaie. La plupart des monnaies, vous pouvez les garder à la banque. L'at, non. Il se dépense tout seul. Si vous ne l'avez pas dépensé dans le mois, il se dépense tout seul. Le chômeur, du coup, a plus de revenus que le salarié. Son revenu mensuel en at est supérieur à celui qui travaille, puisqu'il a plus d'at libre pour sa consommation personnelle par mois. Sauf pour le salarié, si le salarié confond sa comptabilité personnelle avec sa comptabilité professionnelle. En at. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre sur son lieu de travail ce qu'on voudrait apprendre sur son temps libre. De plus en plus d'entreprises encouragent un petit segment là-dessus. Google, par exemple, s'était rendu célèbre en faisant ça. Également, le petit Somalien, il n'est pas né avec 1 000 $ en poche, mais il est né avec de l'attention et du temps. L'économie de la connaissance est la seule économie où tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance. Alors en économie, évidemment, on sépare le pouvoir d'achat de l'accès au magasin. Parce que le petit Somalien, il n'a pas le même accès que nous. En économie, on sépare ces deux variables parce que si vous avez $1 million à la banque, mais que les banques sont fermées, vous avez $1 million à la banque. En tout cas, pour le fisc, vous les avez. Donc pour le petit Somalien, si vous voulez, il n'a pas le même accès, c'est vrai. Par contre, il est né avec de l'attention et du temps. C'est pas la même quantité pour tout le monde, mais on en a tous à la naissance. Et figurez-vous que les ads, ça se monétise de plus en plus. D'ailleurs, c'est le métier des GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Eh bien, leur métier, c'est aussi de monétiser des ads. Mais pour moi, la plus belle dimension de cette équation, c'est la condition à laquelle on maximise son pouvoir d'achat. Comment on appelle ça quand on donne toute son attention et tout son temps à quelqu'un? Comment on appelle ce phénomène? Silence de mort dans la salle. Et voilà, merci d'avoir sauvé l'honneur de cette honorable assemblée, parce que là j'étais à deux doigts de dire vous êtes chez Abalone, vous n'avez pas de cœur. L'amour. Ça ne fait totalement pas rire au premier rang, ça. La confiance. L'amour. Quand on aime quelqu'un, il est extrêmement facile de mobiliser de l'attention et du temps pour cette personne. Vos enfants, vous les aimez, c'est facile de payer des actes avec eux. Mais c'est valable aussi pour un domaine. Quand on aime un sujet de recherche, quand on aime
un livre, quand on aime un dossier, c'est facile de donner des actes à ce dossier, à ce livre ou à ce sujet. C'est facile de mobiliser de l'attention et de la maintenir élevée surtout. Et c'est ça la différence entre une passion et une corvée. Une passion, c'est une barrière d'entrée très faible et une barrière de sortie très forte. Alors qu'une corvée, c'est l'inverse. Je m'explique. Si vous rentrez chez vous le soir, vous êtes crevé, vous avez une longue journée, et vous avez quelque chose à faire. Deux scénarios. Ou bien c'est une corvée, et dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup de mal à vous y mettre. Donc barrière d'entrée très forte, beaucoup de mal à vous y mettre. Et en admettant que vous ayez réussi à vous y mettre, le téléphone sonne, vous arrêtez. Barrière de sortie très faible. Ça, c'est la corvée. La passion, maintenant, c'est le contraire. Vous avez passé une longue journée, vous allez vous y mettre tout de suite, c'est votre bouffée d'oxygène. Ça va être l'événement de la journée, vous l'avez attendu toute la journée, vous allez commencer tout de suite. Et si le téléphone sonne, vous n'allez pas répondre, barrière de sortie très élevée. On voit en quoi une passion est beaucoup plus compétitive qu'une corvée. Et ça, c'est un problème aussi, c'est un autre logiciel qu'on a installé dans nos têtes, qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Il y a beaucoup de gens encore qui, même en 2017, continuent à penser comme ça. Que soit on est productif et on est dépressif, soit on est épanoui et on est un glandeur. Le mot travail en français vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Un instrument de torture dont on se servait pour ferrer les esclaves rétifs. Donc ferrer les chevaux ou punir les esclaves. Donc, et en italien c'est lavoro, c'est les douleurs de l'accouchement. Donc il y a vraiment l'idée que le travail c'est forcément douloureux. Et ça c'est une erreur. Quand on aime ce qu'on fait, on est plus compétitif parce qu'on a beaucoup plus de facilité à mobiliser des actes. Prenez par exemple une chambre d'hôtel, une bonne chambre d'hôtel. Elle se caractérise par le fait qu'on a beaucoup dépensé d'actes au mètre carré dans cette chambre. Une excellente chambre d'hôtel, un hôtel de luxe, il y a beaucoup d'actes au mètre carré, le robinet, beaucoup d'actes lui ont été donnés, la baignoire, le lit, etc., la moquette, le choix des rideaux, ont dépensé plus d'actes que pour une chambre bas de gamme. Quand on aime ce qu'on fait, c'est plus facile de mobiliser des actes, ce qui signifie que l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Et là, normalement, je jette le micro et je me casse. Mais c'est vrai, si vous aimez ce que vous faites, votre capacité à mobiliser des actes va être plus grande. Alors évidemment, juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus, ça allez-y. Si vous voyez un cas qui vous revient dans votre vie personnelle. Et du coup, il y a des médias qui sont redoutables pour capter les actes. Et ces médias, ce sont les jeux. Mais pas que les jeux vidéo, les jeux en général. Et c'était connu depuis l'Antiquité, bien avant les jeux vidéo. Les Grecs, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques. Toutes les cités grecques regardaient et on avait la paix. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux du cirque. Tout le monde regardait et on avait la paix. Et aujourd'hui, quand TF1 veut vendre un encart publicitaire, on est d'accord qu'ils ne mettent pas un cours au Collège de France. Ils mettent un jeu. Soit un jeu télévisé, soit du foot, qui est un jeu. On est tout aussi d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de foot va capter beaucoup plus d'actes en une fois que tout le monde universitaire en 10 ans. C'est pour ça que Neymar est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle au départ. On est aussi d'accord que pour un architecte, c'est logique de construire un stade de 80 000 personnes, mais vous ne verrez jamais un amphithéâtre de 80 000 personnes. Parce que mobiliser 80 000 personnes pour aller voir un jeu, c'est facile. Mobiliser 80 000 personnes pour aller voir un cours, c'est difficile. Peut-être qu'à l'avenir, ça ne le sera pas. Pour l'instant, c'est ridicule. Alors évidemment, il y a des médias qui sont redoutables pour capter les actes, et ces médias, ce sont les jeux. Ça, c'est World of Warcraft. Et j'ai deux questions à vous poser sur ce jeu. À votre avis, dans quelles circonstances votre cerveau travaille le plus? Et pour être tout à fait objectif, on va prendre une mesure objective du travail. Le travail en physique, c'est quoi sa mesure? C'est quoi l'unité de mesure du travail en physique? Le joule, c'est une unité d'énergie. Figurez-vous qu'en neurosciences cognitives, c'est tout à fait pareil. C'est une approximation, certes, mais dans tous les labos aujourd'hui, quand on essaie d'observer quelle partie du cerveau est activée dans telle ou telle tâche, la seule chose que l'on regarde, c'est la consommation de glucose. Donc que ce soit en imagerie à résonance magnétique ou en tomographie à émission de positrons, c'est systématiquement la consommation de glucose qu'on mesure par différentes aires cérébrales. C'est une simplification, mais elle vaut dans toute la recherche actuelle en neurosciences cognitives. À votre avis, dans quelles circonstances votre cerveau consomme le plus de glucose? Quand vous jouez aux échecs, quand vous jouez au jeu de Go, quand vous faites un nœud de cravate, quand vous faites une mayonnaise, quand vous extrayez la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres, il y a un Français qui sait faire ça de tête. Et, ou bien quand vous résolvez des équations différentielles de dérivées partielles stochastiques, tous les matins au petit-déj, ou bien quand vous jouez à un jeu vidéo. À votre avis, laquelle des tâches consomme le moins de glucose? La plus simple, c'est quoi? Une nœud de cravate. Les échecs. La mayonnaise.
l'équation. C'est l'équation. Alors, et la plus exigeante, ce serait quoi? J'ai une vidéo, je vais réfléchir. Merci, parce que j'ai jamais réussi à faire une putain de mayonnaise de toute ma vie, donc ça fait plaisir de voir que c'est la plus exigeante. La plus exigeante de très loin, c'est jouer aux jeux vidéo. En termes de dépenses de très très loin. Et là, je sens qu'il y a une dissonance cognitive là, parce qu'on est conditionné à l'idée que la souffrance est une mesure du travail. Et donc, si on ne souffre pas, on ne travaille pas. On est tous conditionnés à ça. Que si c'est confortable, si c'est facile à faire, s'il n'y a pas de barrière d'entrée, ce n'est pas un travail, et donc ce n'est pas quelque chose de fastidieux. Travail, lavoro, instrument de torture. Et pourtant, il y a un autre moyen peut-être plus intuitif pour vous de mesurer la complexité des tâches que je viens d'énoncer, c'est la longueur du programme informatique qui pourrait réaliser la tâche. C'est-à-dire, si vous voulez programmer un ordinateur pour qu'il fasse la tâche, ça prend combien de lignes? La tâche qui prend le moins de lignes, et aussi le moins d'énergie, figurez-vous, eh bien c'est extraire la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres. Et je sais que ça paraît bizarre, mais une calculette, une grosse calculette peut faire ça. Et en termes de lignes, ça prendra une page. Un programme qui extrait la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres, c'est une page que ça prend, pas plus. Ensuite, vous avez le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, une calculette peut le faire aussi. D'ailleurs, depuis 1995, eh bien, toutes les machines battent tous les êtres humains. Aucun humain ne peut plus battre les meilleures machines depuis 1995, où IBM a battu Carré Kasparov. Ensuite, vous avez le jeu de Go. Le jeu de Go, plus aucun humain ne peut battre la machine non plus. On pensait que c'était impossible il y a 5 ans. N'empêche qu'en 2015, Google a battu Lee Sedol, et aujourd'hui, aucun être humain ne peut battre les intelligences artificielles de Google au jeu de Go. Ensuite, vous avez les équations différentielles de dérivées partielles stochastiques. On ne sait pas les résoudre analytiquement, mais des approximations numériques, vous avez un site qui vous fait ça, qui s'appelle Wolfram Alpha, et qui vous fait ça, et les étudiants en première, deuxième année vont dessus, et ce site mobilise moins d'énergie qu'une requête Google. Alors quand vous demandez à ce site de vous résoudre numériquement une équation différentielle de dérivée partielle stochastique, eh bien ça bouffe moins d'énergie sur les data centers qu'une requête Google. Et puis après, vous avez le nœud de cravate et la mayonnaise. Et oui, on ne sait pas faire de robots qui savent faire ça. On ne sait pas. On ne sait pas programmer un robot qui sait faire un nœud de cravate et une mayonnaise. Alors on peut faire le nœud, mais comment vous dites au robot que la cravate est à la mode? Comment vous lui dites qu'elle est équilibrée? Comment vous lui dites que le tissu va bien? Comment vous lui dites qu'il doit choisir une vraie cravate en soie et pas celle en polyester ou l'inverse? Ça, on ne sait pas le faire. Et alors pour la mayonnaise, j'en parle même pas. Comment vous dites au robot qui va séparer le blanc des jaunes? Vous programmez ça comment? Comment vous dites au robot, si vous êtes taquin, vous mettez un bol, un œuf, de l'huile d'olive, de la mayonnaise et un batteur, mais vous mettez aussi une balle de golf? Et comment vous dites au robot que ça c'est une balle de golf et que ça c'est un œuf? On ne sait pas le faire, ça. Donc, en termes de complexité mathématique, beaucoup plus difficile. Et nous, encore une fois, on trouve ça bizarre parce qu'on est habitué à ce que notre cerveau sache faire des choses, en fait, les choses que notre cerveau fait facilement, par exemple, reconnaître un visage, entendre quelqu'un parler, c'est très difficile mathématiquement. Faire une intelligence artificielle qui reconnaît la voix, vous l'avez vu avec Siri ou avec la reconnaissance vocale de Google, ça ne marche pas. Ça marche un petit peu, mais ça ne marche pas complètement. Et pas à notre niveau pour l'instant. Et loin derrière tout ça, vous avez joué par exemple à StarCraft 2. Pourquoi? Le nombre de parties d'échecs possibles, c'est 10 puissance 120. 1 et 120 0 derrière. Et encore, j'exagère. J'ai mis un petit peu plus pour être tout à fait sûr. 10 puissance 120. C'est beaucoup, mais n'empêche que IBM sait battre les joueurs humains. Le nombre de jeux de Go possibles, c'est 10 puissance 800. C'est énorme. 1 et 800 0 derrière. Mais n'empêche que Google sait battre les joueurs humains. Le nombre de parties de StarCraft 2 maintenant. Une partie professionnelle, parce que oui, ça existe, ça dure 30 minutes. Et un joueur professionnel, il a 400 actions par minute. En termes de doigté, c'est comme jouer du Chopin. La grande valse brillante, c'est aussi 400 touches par minute en moyenne. 400 actions par minute, 30 minutes, et le nombre d'actions possibles, on va l'approximer à 50, ce qui est beaucoup moins que la réalité, puisque comme c'est une souris, etc., beaucoup plus. Ça vous fait donc une approximation de nombre de parties possibles de l'ordre de 50 puissance 400 fois 30. Le jeu de Go à côté, c'est une grille de morpion. Et donc aujourd'hui, il y a des compétitions mondiales, et les joueurs professionnels peuvent prendre 6 millions de dollars s'ils gagnent, 6 millions de dollars pour un prix. En Corée, il y a des stades entiers de 40 000 personnes qui vont assister à ces compétitions de StarCraft 2. Et figurez-vous que derrière, Google va leur payer un salaire de footballeur pour leur apprendre à les battre. Google recrute des joueurs professionnels de StarCraft 2 pour qu'ils forment leur intelligence artificielle à les battre. Parce qu'après les échecs et après le jeu de Go, le nouvel horizon, c'est StarCraft 2.
au point que Harvard a une équipe officielle de sport électronique, c'est comme ça que ça s'appelle. Et Harvard n'exclut pas la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent de l'affirmative action, des bourses spécialisées pour ceux qui sont des professionnels du jeu vidéo, même s'ils n'ont pas le bac. Ridicule. Vladimir Poutine a dit que celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. Vladimir Poutine, il n'y connaît rien en intelligence artificielle, mais il s'y connaît en géopolitique. Et il sait que, comme avait dit Napoléon, la force d'une armée, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Ce qui était tout à fait vrai en 40 et ce qui est encore plus vrai aujourd'hui. Et quand vous avez des drones, mieux leur intelligence artificielle fonctionne, plus elle est performante, plus ils sont capables de livrer la destruction rapidement. Je sais que c'est flippant, et j'ai pas dit que c'était bien, mais l'intelligence artificielle est devenue pour cette raison un enjeu mondial. Et les jeux vidéo, ils sont au cœur. Autre question maintenant, ce jeu, à votre avis, combien de temps l'humanité a déjà passé dessus? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Allez, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique? 241 ans tout rond. Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France? 1500 ans. Plus? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation? 15 000 ans. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, c'est la standing ovation direct. Plus ou moins que 15 000 ans? C'est beaucoup 15 000 ans. Je vais vous refroidir un peu quand même. Imaginez, vous avez un contrôle URSAF. Gros blanc dans la salle, les mecs sortent les pattes de lapin, l'eau bénite. Et le type, il se démonte pas, il vous dit je vous redresse de 15 000 ans. Ah, vous êtes dans le premier quart pour lourd, hein, concrètement. C'est beaucoup 15 000 ans. On fait des choses avec 15 000 ans d'homme-heure. C'est plus ou pas? Régalez-vous. De 2004 à 2014, l'humanité a accumulé 7 millions d'années sur World of Warcraft. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976. Et là, je compte même les sous-traitants d'Apple. Et mieux, je fais une fleur à Apple puisque je considère qu'une heure égale un nat. Et on sait tous au bureau que c'est pas vrai. Je veux les gens que ça... Non, pas du tout. Alors que sur un jeu, une heure égale un nat. Le jeu, il vous prend l'attention, vous êtes fermé au monde extérieur. C'est le but. Hein. Donc, une heure égale un nat. Moralité, si la connaissance est de nouveau pétrole, le jeu vidéo est de nouveau pipeline. C'était ma première partie, de loin la plus longue parce que la plus immatérielle. Les autres, c'est un buffet à volonté et c'est des cas beaucoup plus concrets. Ma première histoire, donc, imaginez une économie dont la ressource est infinie. Deuxième histoire, imaginez qu'on ait vécu pendant des générations dans une salle un peu comme celle-là et que dans cette salle, il y avait des étagères avec des briques sur les étagères qui brûlaient très très bien. Alors on prend l'habitude de brûler les briques pour se chauffer l'hiver. Et maintenant, imaginez qu'un jour on se réveille et que là on se rende compte qu'en fait la salle dans laquelle on était, c'était pas une salle comme les autres, c'était une bibliothèque. Que du coup, logiquement, les machins qu'on était en train de brûler, c'était des livres. Alors on se précipite sur le feu, maintenant qu'on sait lire, on sauve ce qu'il peut l'être, on tape sur les pages, et puis maintenant qu'on sait lire, on voit des schémas, des plans d'architectes, mais aussi des équations, des designs, des romans, des œuvres d'art, qui valent des fortunes, mais on en a cramé la moitié. À votre avis, c'est quoi, cette bibliothèque dont je vous parle, dans laquelle on a vécu pendant des générations, et dont on a brûlé les livres au lieu de les lire? La nature. La nature est une bibliothèque de solutions incroyablement innovantes. Mais comme on a un cerveau de chimpanzé, on voit d'abord sa dimension tangible. Parce qu'encore une fois, c'est la dimension qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Un chimpanzé, si vous lui donnez un livre, il va le voir comme un objet physique. Il ne verra pas la dimension intellectuelle, immatérielle du livre, il verra que l'objet physique. Eh bien, nous, avec la nature, on s'est comporté de la même façon. Pourtant, dans un livre, elle est où la vraie valeur? Dans le papier ou dans les lettres? Dans les lettres, carrément. On peut avoir un livre sans papier, ça s'appelle un PDF. Et dans l'Antiquité, ça s'appelait la tradition orale, les chansons de gestes au Moyen-Âge. On peut avoir un livre sans papier, mais un livre sans lettres, c'est pas possible. Le papier, c'est matériel. Les lettres, c'est immatériel. Or, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si on utilise un livre comme une source de lettres, on le protège. Si on utilise un livre comme une source de papier, on le détruit. Appliquez ça à la nature maintenant. Si on utilise la nature comme une source de matière, il faut la couper. Si on utilise la nature comme une source de lettres, on la protège. Mais maintenant, comment on peut se convaincre que c'est beaucoup plus rentable de faire ça? Parce que la nature est innovante. Ça, par exemple, c'est du silicium. Ça, c'est une diatomée. C'est du phytoplancton. Et son squelette est en silicium. Et quand la nature imprime du silicium, ça ressemble à ça. Quand nous, on imprime du silicium, ça ressemble à ça. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est nous. Et ça, c'est une usine à 3,5 milliards.
Le silicium, c'est un ticket d'entrée énorme. 3,5 milliards, ça c'est la mémoire de vos téléphones vus au microscope. Et ça, c'est la nature dans un verre d'eau. La nature nous met toujours 2 claques. La première, c'est sur le produit. Mon produit est meilleur que le tien. C'est-à-dire que vous vous pointez à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, et vous dites, j'ai ça, voilà, je sais faire ça. Bah, demain, Intel, ils sont morts. Ou bien ils vous rachètent, ou bien ils sont morts. Parce que c'est un produit bien plus performant que le leur. En termes de précision, même de visuel. Mais ça, c'est la première claque. Mais la deuxième claque, c'est, au fait, je t'ai pas dit, j'ai fait ça dans un verre d'eau, en fait. Toi, il te faut une usine qui pollue, qui coûte beaucoup d'énergie, qui coûte 3 milliards. Moi, c'est dans une goutte d'eau de mer. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces électroniques Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en une argande depuis 66 millions d'années. Parce que géologiquement, ça fait au moins 66 millions d'années que les diatomées arrivent à imprimer du silicium avec ce niveau de détail. Et à basse température, et sans polluer. Et ça, c'est la deuxième claque, procédé industriel. La nature nous met toujours les deux. Mon produit est meilleur, mon procédé de fabrication est meilleur. Alors, il viendra à l'idée de personne de brûler les bureaux d'Apple. J'ai commencé par eux parce qu'ils sont dans la Silicon Valley. Le silicium, c'est rentable, même si le ticket d'entrée est très élevé. Personne brûlera les bureaux d'Apple, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche. 40 ans de recherche, ça se respecte. La nature fait de la recherche depuis 4 milliards d'années. Évidemment qu'elle est plus innovante que nous. Ça fait 4 milliards d'années qu'elle innove. Et elle innove dans les conditions les plus extrêmes, c'est-à-dire la survie. Elle innove pas simplement pour conquérir des parts de marché, elle innove pour survivre. Et ça, c'est l'innovation maximale. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Si la Deuxième Guerre mondiale était aussi innovante, c'est parce que les nations étaient menacées de mort. Donc oui, la nature est high-tech. Elle est tellement high-tech qu'on ne peut pas la refaire. On ne peut pas reproduire la nature, c'est tout simple. Elle a beau être sous nos yeux, on ne peut pas la reproduire. Et ce qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui, on paye des espions industriels. Google va payer pour espionner Apple, qui va payer pour espionner qui, Microsoft ou Amazon ou Facebook. Et on paye des espions industriels, mais on ne va même pas espionner la nature, qui est beaucoup plus high-tech que les boîtes qu'on espionne. Il faut arrêter l'espionnage industriel, il faut faire de l'espionnage naturel. En plus, c'est légal. Par exemple, la Tour Eiffel. La France est le seul pays au monde qui a un monument érigé au biomimétisme. La Tour Eiffel, elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Vous prenez le cylindre d'air qui part des piliers jusqu'au sommet, il est plus lourd, et là je vous parle à 25 degrés, donc quand il fait froid, c'est encore pire. Il est plus lourd que la tour elle-même. Et cette performance technique, elle a été rendue possible parce que Koechlin, l'ingénieur en chef de Gustave Eiffel, elle a même failli s'appeler la tour Koechlin, mais après la guerre de 1870, un nom allemand en plein Paris, ça faisait pas classe du tout. C'était l'époque d'ailleurs où tous les producteurs de champagne francisaient leur nom, hein. On dit Tétinger, pas Tétinger, on dit Bollinger, pas Bollinger. Eh bien, cette tour, non plus Koechlin, mais Eiffel, elle avait étudié l'os humain. Elle s'inspirait de la structure du fémur humain. Et ça, encore aujourd'hui, c'est valable comme prouesse d'ingénierie, parce que c'est une règle assez générale dans la nature que le matériau coûte cher, mais la forme ne coûte pas cher. Ce qui est souvent l'inverse dans nos usines. Parce que dans nos usines, ce qui coûte cher, c'est plutôt la forme. Mais pour la nature, le matériau coûte cher parce que vous allez le porter toute votre vie. Alors que la forme, vous pouvez jouer dessus avec l'embryon. Et donc, du coup, là, vous voyez des poutres qui sont écuit-résistantes à la rupture orthogonale, mais elles ont de moins en moins de matériaux. Vous voyez, celle de gauche, c'est 100%, elle est carrée, c'est normal. Ensuite, celle juste après, c'est 82%, elle est ronde pleine, ronde évidée, mais écuit-résistante, vous descendez à 20%, dioptre, donc en forme de lentille, 14%, et dioptre tressé, 5%, dioptre bitressé, 2%. Il y a un point d'interrogation, mais ça a été testé. On peut faire une poutre écuit-résistante à la première, avec 2% du matériau initial. Et bien ça, évidemment, c'était pas que pour la Tour Eiffel. Michelin a fait une série de brevets pour des pneus imprimés en 3D. Et là, vous voyez typiquement la structure osseuse, c'est-à-dire un maximum de matière là où il y a beaucoup de torsion, le centre, et un minimum de matière vers la périphérie où il y en a moins, ce qui vous fait des pneus mieux centrés et avec une meilleure résistance. Également, comme ils sont imprimés en 3D, il n'y a plus besoin de les gonfler. En plus, vous pouvez réimprimer le train de roulement, c'est-à-dire vous allez au garage, vous limez le train de roulement et vous imprimez des pneus neige en saison. Et évidemment, vous imaginez le business model là-dessus, hein, c'est le business des imprimantes. Donc les lames de rasoir, les cartouches Nespresso, les cartouches de tonnerre, vous voyez le prix des cartouches de tonnerre pour imprimante laser, ou bien c'est fait en sang de licorne, ou bien on se fait tous baiser, hein, concrètement.
sais pas si votre directeur des achats s'est posé cette question la dernière fois, mais typiquement, c'est un des business models les plus lucratifs. Vous mettez l'imprimante dans le garage et ensuite, vous vendez les recharges. Et elles sont belles. Honnêtement, elles font un peu futuriste, mais elles sont jolies. Et il n'y a même plus besoin d'avoir les jantes. Ça, c'est de l'os humain, non, de l'os d'oiseau, pardon, en haut, de l'os humain au milieu, et de la mousse de métal en dessous. Et cette mousse de métal, elle arrête une balle de calibre .50. Et le calibre .50, c'est le calibre des mitrailleuses lourdes. Quand une balle traverse ça, en fait, elle ressort en poudre. Ça la pulvérise. Et c'est très léger. Vous voyez là, il ne fait pas du tout d'effort, l'opérateur, pour tenir ce cube de mousse métallique. Airbus, évidemment, a le meilleur pôle de recherche en bioinspiration d'Europe. Parce que c'est dans les avions que vraiment on peut faire un maximum de marge sur la bioinspiration. La rentabilité de la bioinspiration est parmi les plus grandes dans l'aéronautique. Là, vous pouvez avoir une réduction de poids à aérodynamique et résistance égale. Vous avez vu les poutres que je vous ai montrées tout à l'heure. Eh bien ici, vous voyez un des directeurs de la R&D d'Airbus qui a breveté une série de types d'ailes. Ah mince. Ok, si vous pouvez me le remettre. Donc ce monsieur que je vous montrais a breveté un type d'aile à partir d'un nénuphar du Pantanal. C'est un nénuphar Victoria amazonica. Mettez-le en plein écran. Et ce nénuphar, en fait, il est extrêmement léger pour sa résistance et il est tellement efficace. Il va falloir que je repasse toutes les slides. Ouais, mettez autorisé. Ce nénuphar, donc le temps que ça revienne, est tellement robuste qu'en fait un être humain adulte peut se tenir dessus sans couler, alors qu'il pèse à peu près 7-8 kg quand il est dans cette forme-là. Ouais, remettez-moi, avec la flèche du clavier, allez jusqu'à la slide où on était tout à l'heure. Donc, bon, le temps que vous fassiez ça. Donc là, vous voyez en tout cas des innovations qui peuvent vraiment créer de la compétitivité sur des secteurs à très forte valeur ajoutée, des secteurs créateurs d'emplois. Vous n'y arrivez pas? Ok. Désolé, ça va être un poil fastidieux. Parce qu'en plus, la télécommande répond très mal. Du coup, ça va vous permettre de réviser. Hein. Parce qu'en fait, à la fin, il y aura un examen. Et d'ailleurs, cette notion d'examen, elle m'amène aussi à vous reparler des jeux. Pourquoi dans la nature, les mammifères jouent pour apprendre? Parce que la nature, elle ne fait pas de cadeaux. La nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. Hein. Dans la nature, si vous échouez, vous êtes mort. Vous ne revenez pas l'année prochaine, vous êtes mort. Et bien, pourquoi la nature, elle sélectionne le jeu? Les bébés tigres jouent. Hein. S'ils ne jouent pas, ils vont mourir. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire. Parce que le jeu, c'est une fréquence de correction très élevée. Fréquence de correction, ça veut dire que dès que vous avez une action, vous voyez les conséquences. Une copie d'examen, ce n'est pas du tout le cas. Une copie d'examen, vous avez 20 questions. Vous répondez à la première question, aucune correction. Deuxième question, aucune correction. Troisième question, aucune correction. 20 questions plus tard, vous rendez votre copie. Et 2 semaines plus tard, hors contexte, vous ne savez plus du tout ce que vous avez écrit, vous avez une correction qui tombe. Un jeu, c'est 2 corrections par seconde. Et c'est bien sûr pour ça que les pilotes d'avion apprennent sur simulateur. Mais c'est aussi pour ça qu'on a démontré que les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo sont plus performants sur certaines chirurgies. D'ailleurs, l'étude conclut en disant si vous devez passer cette chirurgie... Le musée d'art ferme ses portes dans 30 minutes. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite. À très bientôt. J'aime bien faire des conférences en mode difficile. L'étude conclut, qui a étudié les chirurgiens sur un type de chirurgie qui s'appelle la chirurgie laparoscopique, ils sont 35% plus performants sur cette chirurgie s'ils jouent aux jeux vidéo, et l'étude conclut, si vous devez passer cette chirurgie, demandez à votre médecin s'il joue aux jeux vidéo. Ridicule, dangereux. Donc, la diatomée, le silicium humain, la tour Eiffel inspirée de l'os, et donc ce monsieur qui fait des ailes d'avion allégées, mais équi-résistantes aux ailes classiques, à partir de ce nénuphar. En fait, vous voyez les winglets là, la partie relevée des ailes, et bien ça c'est inspiré des aigles, ça réduit les turbulences. En fait, les aigles divisent un grand vortex, un grand tourbillon, en 6 petits tourbillons qui réduit considérablement la traînée. Et donc ça permet d'avoir des économies de carburant pour l'aigle, c'est-à-dire d'énergie, et pour les avions aussi. Et les oiseaux, en fait, nous apprennent encore plein de choses en aéronautique, parce que la grande leçon des oiseaux, c'est qu'il ne faut pas du tout avoir le même mouvement pour décoller que pour croiser.
La vitesse de croisière, atteindre la croisière, c'est pas du tout le même mouvement que s'envoler. Un oiseau, vous ne le verrez jamais faire le même geste pour s'envoler que pour croiser. Et nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de longues pistes avec un réacteur qui met beaucoup de temps à avoir un avion qui décolle, alors qu'un aigle, et n'importe quel oiseau en général, peut décoller sur un 1/6 de sa longueur. Décoller et atterrir. Parce que les oiseaux ont domestiqué les turbulences, en fait. Ils créent des vortex qui vont leur permettre d'atteindre une portance à faible vitesse, parce qu'ils ont créé des tourbillons qui les soulèvent. Et nous, on ne sait pas encore faire ça. Donc c'est étudié, notamment pour faire des drones. Lockheed Martin a un pôle, probablement le meilleur pôle d'ailleurs, de recherche et développement en biomimétisme au monde, parce que les marges sont colossales quand vous avez mis une innovation bio-inspirée dans un avion, surtout quand c'est un contrat militaire. Le martin pêcheur, ça c'est un cas très connu, a inspiré l'angle d'attaque, le bord d'attaque du Shinkansen au Japon, parce que le martin pêcheur doit passer dans un milieu très dense à forte vélocité, et ça c'est un problème en ingénierie structurelle. Les Japonais avaient le même problème pour leur train à grande vitesse, parce qu'un tunnel, l'air y est plus dense qu'à l'extérieur, et donc ils ont copié le bord d'attaque du bec du martin pêcheur pour faire cette forme-là. Les plumes de la chouette effraie sont les plus silencieuses sur Terre. Elles ont été copiées par Lockheed Martin pour faire des drones, et par les fabricants d'éoliennes pour faire des éoliennes plus silencieuses, également pour faire des ventilateurs plus silencieux chez Apple. Le pan, vous voyez les plumes qu'il y a en fait, elles sont très colorées et pourtant il n'y a aucun pigment dedans. Aucun pigment. C'est simplement la façon dont elles reflètent la lumière qui crée la couleur, comme un prisme. En fait, elles ont un effet prisme et il y a des petits, comme des petits poils à la surface nanoscopique de ces plumes qui reflètent la lumière dans différentes longueurs d'onde, ce qui crée leur coloration. On appelle ça la coloration structurelle. Eh bien, Qualcomm a développé une technologie d'écran qui s'appelle Mirasol, qui ne consomme pas d'électricité tant que vous ne changez pas ce qui est affiché. Il n'y a pas de rétroéclairage, donc on peut le lire en plein soleil, c'est comme du papier. Et c'est un écran sans pixels. Ce sont des petits poils à la surface de l'écran qui, selon leur inclinaison, vont produire une longueur d'onde différente quand ils reflètent la lumière. Apple a acheté cette technologie. Donc oui, Apple fait de l'espionnage naturel. Là, vous voyez une première collection de mode avec des vêtements sans pigments. Évidemment, pour l'instant, c'est chamarré, c'est pas encore... On peut faire des vêtements mat aussi, hein. C'est pas seulement des trucs brillants. L'idée des vêtements sans pigments, ça va bien plus loin que cette collection, parce que le Bangladesh aujourd'hui est dans une catastrophe sanitaire à cause des teintures de jeans. Eh bien, si on avait des colorations sans pigments, non seulement les vêtements, on pourrait contrôler la façon dont ils se délavent, mais ils ne se délaveraient plus au-delà de ce qu'on a contrôlé. Et en plus, évidemment, il n'y aurait pas de teinture. La marque Tiffany & Co. A déposé le bleu, mais en fait le bleu Tiffany, il n'y a que eux qui ont le droit de l'utiliser en bijouterie, c'est le bleu de ces petits œufs d'oiseaux, de moineaux du Massachusetts. Frank Zall, j'aime beaucoup ce type, il a découvert que l'hémoglobine d'arénicole, l'arénicole c'est le petit ver que vous voyez là, il a découvert que son hémoglobine est transfusable, universellement, et elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. C'est une découverte majeure. D'abord parce que 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, ça signifie que pour les greffes d'organes, ça n'a pas de prix. Parce que préserver un greffon aujourd'hui, c'est très difficile et c'est une des premières raisons pour lesquelles il va se nécroser et éventuellement être rejeté, mettant potentiellement la vie du patient en jeu. Et aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup moins de greffons que la demande mondiale. D'ailleurs, on est tous donneurs présomptifs. Vous le savez peut-être, la loi est passée, on est tous maintenant donneurs présomptifs. Sauf si on fait la demande expresse de ne pas l'être. Mais malgré ça, on perd un greffon sur 2 en moyenne, sur les reins. Avec la solution Emarina, on pourrait tous les préserver, parce que le record qu'ils ont eu, c'est 4 ou 5 jours, je crois même qu'ils sont atteints jusqu'à 8 jours de préservation d'un greffon dans leur hémoglobine d'arénicole. En plus, elle est lyophilisable, parce qu'elle n'est pas portée par des globules rouges. Donc on peut la dessécher, la mettre en poudre, et stocker comme ça des poches très longtemps. Et comme elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, eh bien, elle est très utile dans le traitement du pied du diabétique. Première cause d'amputation dans les pays riches, le pied du diabétique. Eh bien, avec l'hémoglobine d'arénicole, on peut traiter les symptômes du pied du diabétique. Ça n'a pas encore été testé sur humain, mais sur modèle murin, sur les souris, ça fonctionne. Et j'adore cette étude de cas parce que quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. La solution était sous leurs pieds. Et c'est ça l'ironie. Je vous ai dit, on a vécu dans une bibliothèque. C'était même pas une métaphore. Les solutions étaient sous nos pieds. Comme disait François Villon, je meurs de soif au pied de la fontaine. La connaissance de la nature est sous nos yeux et on ne l'exploite pas.